Dans cette vidéo, on va étudier les séries du type sigma de UN où on ne suppose plus que les UN sont tous positifs, ni d'ailleurs qu'ils sont tous négatifs, on revient au cas général où les UN ne sont pas forcément de signe constant. C'est un cas qui est beaucoup plus difficile à étudier puisque dans ce cas-là, les sommes partielles des UN n'ont aucune raison d'être ni croissantes ni décroissantes, ce qui fait que tous les théorèmes de comparaison qu'on a vus précédemment ne fonctionnent plus. Une idée pour attaquer le problème, c'est d'essayer d'exprimer la quantité UN en fonction d'une quantité dont on est sûr qu'elle est toujours positive, à savoir valeur absolue de UN. Il y a une manière simple de faire, qui est que pour tout n, le nombre UN, on peut l'écrire comme étant Sn fois valeur absolue de UN, où Sn, eh bien, c'est tout simplement le signe de UN, moins 1 si UN est négatif, et plus 1 si UN est positif. Autant la série des UN, elle fait intervenir ici des sommes partielles qui ne sont ni forcément croissantes ni décroissantes et qui sont donc difficiles à étudier. Autant la série des valeurs absolues de UN, elle fait intervenir des sommes partielles qui, elles, sont toujours croissantes, puisqu'il s'agit d'une série à terme positif, et qui sont donc beaucoup plus faciles à étudier. Le but de cette vidéo est de faire un lien entre les deux séries. Pour comprendre le problème, on va prendre deux exemples. Et le premier exemple, c'est la situation où les valeurs absolues de UN valent 1 sur n. Dans ces cas-là, la série des valeurs absolues de UN, on la connaît bien, c'est la série harmonique, dont les sommes partielles sont les sommes pour k allant de 1 à n des 1 sur k. On sait, on a vu que ces sommes partielles, elles tendent vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et que même en fait elles sont équivalentes à log n. Sur le schéma de droite, on a représenté les Sn en fonction de n. Maintenant, amusons-nous à jouer avec le signe ici des UK. On va considérer une autre somme, la somme ici notée grand AN, et qui est égale à non pas la somme des 1 sur k, mais la somme des moins 1 puissance k plus 1 sur k. Ici, on introduit une alternance de signes. Si jamais on écrit AN à l'aide d'une somme avec des petits points, ça donne la chose suivante, c'est 1 moins 1 demi plus un tiers, moins un quart, plus un cinquième, etc., etc. De sorte que sur le dessin, maintenant, si on représente les AN en fonction de n, A1, il vaut donc 1, A2, il vaut 1 moins 1 demi, A3, c'est 1 moins 1 demi plus un tiers, on a rajouté un tiers, et puis ensuite on fait moins un quart, puis plus un cinquième, moins un sixième, etc., etc., etc. En fait, on obtient ici une quantité qui oscille, et si jamais on fait tendre n vers plus l'infini, on s'aperçoit que les AN convergent vers une limite finie, petit l. Là, il faut bien comprendre pourquoi AN converge. On a ici une série qui est convergente, mais pas pour les mêmes raisons que les séries convergentes qu'on avait vues jusqu'ici. Jusqu'ici, les séries elles étaient convergentes parce que leur terme général tendait vite vers 0. Là, ce n'est pas le cas du tout. Le terme général de cette série, c'est moins 1 puissance k plus 1 sur k. Il tend lentement vers 0, en fait, il tend vers 0 à vitesse 1 sur k. Mais AN va converger pour une autre raison, qui est qu'en fait, ici, il y a des compensations fines entre les termes positifs et les termes négatifs. Alors pour les curieux, si jamais on veut démontrer rigoureusement la convergence de AN, il y a plusieurs manières de faire. Une manière de faire, c'est par exemple de démontrer que les A de 2n sont croissants, que les A de 2n plus 1 sont décroissants et que la différence des deux tend vers 0, de sorte à ce que ces deux quantités soient de suite adjacentes. Mais à la limite, peu importe. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'en introduisant des variations de signes, on peut obtenir une série qui converge. En jouant comme ça aussi sur les signes, on peut en fait regarder diverses situations. Par exemple, pour les curieux, si jamais on regarde Bn, qui est la somme qu'on obtient en prenant à chaque fois deux positifs et un négatif, donc 1 plus 1 demi moins un tiers, plus un quart plus un cinquième moins un sixième, etc. à chaque fois deux positifs et un négatif, eh bien à ce moment-là, les Bn, ils tendent vers plus l'infini, par exemple. De façon générale, si jamais on regarde une somme partielle, mettons Cn, qui est définie comme étant la somme pour k allant de 1 à n des sk sur k, où les sk valent moins 1, 1, un peu comme on veut, eh bien en fait on peut obtenir à peu près tous les comportements possibles en plus l'infini de cette somme partielle Cn. Par exemple, on peut faire tendre Cn vers plus l'infini, ça c'est facile, il suffit de prendre tous les sk égaux à 1, ou même il y a d'autres situations, par exemple les situations où, entre guillemets, la plupart des sk valent 1, comme c'était par exemple le cas pour Bn. On peut aussi faire tendre Cn vers moins l'infini. Même chose, c'est le cas symétrique, il suffit de prendre par exemple tous les sk égaux à moins 1, entre autres. On peut aussi se débrouiller pour que la quantité Cn n'admette absolument aucune limite, en prenant par exemple des portions où les sk valent 1, ce qui va donner des portions croissantes de Cn, puis des portions ensuite où les sk valent moins 1, ce qui va donner des portions décroissantes, et comme ça on peut faire osciller Cn un peu comme on veut, et obtenir quelque chose qui n'admet aucune limite. Et puis enfin, on peut faire aussi converger la quantité Cn. C'était le cas par exemple, souvenez-vous, pour la quantité grand AN. Et même en fait, si on réfléchit bien, en choisissant bien les sk, on peut même faire converger Cn vers n'importe quel réel petit l.
Regardez par exemple, imaginons qu'on veuille faire converger Cn vers un réel pris au hasard, 2,594. C'est pas très compliqué, observez bien le mécanisme. Ce qu'on commence à faire, c'est qu'on va choisir tous les SK égaux à 1. En faisant ça, on est en train de construire les sommes partielles de la série harmonique. On a donc 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, etc., etc., etc. On sait que si on continue sur cette lancée en prenant les SK égaux à 1, on obtient une quantité qui va tendre vers plus l'infini. De cette façon-là, ça fait qu'on est certain qu'au bout d'un moment, cette somme partielle, elle va passer au-dessus de cette valeur 2,594. Et ce qu'on fait, c'est que dès qu'on est passé au-dessus de cette valeur, à ce moment-là, on switch et on prend les SK égaux à moins 1. De cette manière-là, on va obtenir une portion maintenant qui est décroissante parce qu'on enlève les 1 sur k, on fait les moins 1 sur k à chaque fois. Même chose, si jamais on laisse les SK qui sont égaux à moins 1, alors là on va se retrouver avec une suite qui est décroissante et qui diverge vers moins l'infini. Donc au bout d'un moment, on sait qu'on va passer au-dessous de la valeur 2,594. Dès qu'on est passé au-dessous, on re-switch. On prend de nouveau SK est égal à 1 pour avoir de nouveau une portion croissante. On repasse par-dessus, on re-switch, etc., etc., etc. Avec ce mécanisme, en fait, on le sent par construction, faire converger notre quantité vers 2,594. Même si ce dessin n'est pas une démonstration en tant que telle, on voit bien que ça va fonctionner. La morale de cet exemple 1 où la valeur absolue de un vaut 1 sur n, c'est que si jamais la série des valeurs absolues de un diverge, alors on ne peut absolument rien dire de général sur la série des un. Les sommes partielles associées à cette série peuvent très bien tendre vers plus l'infini, tendre vers moins l'infini, n'admettre aucune limite, ou encore converger vers un réel pour des raisons de compensation fine entre termes positifs et termes négatifs. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun théorème général en perspective dans ce cas. Passons maintenant à l'exemple 2, l'exemple où valeur absolue de un vaut 1 sur n2. Pourquoi 1 sur n2 ? Parce que dans ce cas-là, la série des valeurs absolues de un est une série qui est convergente. Ces sommes partielles, on les connaît, c'est les sommes pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré, et elles, on a montré qu'elles tendaient, qu'elles convergeaient vers une valeur finie, L. Sur le schéma de droite, on a représenté la trajectoire des Sn en fonction de n. Bon, alors maintenant, si jamais on s'amuse à faire ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire jouer sur les signes et considérer des sommes partielles qui sont du type somme pour k allant de 1 à n des sk sur k carré, où le nombre sk vaut librement moins 1 et 1. Alors en fait là, ce qui va se passer, c'est que absolument toutes ces quantités vont converger lorsque n va tendre vers plus l'infini. Moralement, la raison, c'est que déjà que si on prenait tous les SK qui valaient 1, c'est-à-dire qu'on prenait absolument tous les termes qui allaient tous dans le même sens, on obtenait une quantité qui convergeait. Alors si en plus on rajoute des compensations entre termes positifs et termes négatifs, eh bien ça va entre guillemets encore plus converger. Ça se vérifie graphiquement. Regardez sur le schéma de droite, on a représenté plusieurs trajectoires possibles selon les SK. On a la trajectoire où absolument tous les SK valent 1, donc là ça tend vers L, c'était la trajectoire précédente. On a la trajectoire où tous les SK valent moins 1, dans ces cas-là la somme partielle elle tend vers moins L. Et puis on a dessiné une trajectoire intermédiaire entre les deux, pour laquelle certains SK valent 1 et d'autres valent moins 1. Vous voyez le premier il vaut 1, ce qui fait qu'on arrive ici, et puis ensuite pendant un temps les SK valent moins 1, ce qui fait que ici on emprunte un bout de trajectoire de la trajectoire du bas ici pendant un temps, et puis de nouveau on re-switch, on prend SK est égal à 1, ce qui nous fait emprunter ce bout de trajectoire, etc., etc., on re-switch, etc. Ce qui se passe, vous voyez, c'est qu'on obtient en fait une courbe qui s'écrase complètement et qui va converger vers une valeur qui est nécessairement comprise entre moins L et L. Si maintenant on cherche à tracer encore plus de trajectoires, ça va donner la chose suivante. Vous voyez que en fait ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment regardé toutes les possibilités à chaque fois de SK qui peut à chaque cas en fait valoir 1 et moins 1. Et ça nous donne non pas une trajectoire, mais en fait un arbre de trajectoires. Alors on ne les a pas toutes représentées, mais on en a ici représenté un certain nombre. On observe bien nos cas limites, le cas où SK vaut toujours 1, le cas où SK vaut toujours moins 1, et puis en fait, entre les deux, on a ici toute une famille de trajectoires qui ont quand même un point commun, c'est qu'elles sont toutes convergentes et que pour toutes, leur limite est comprise entre moins L et L. La morale de cet exemple 2 où valeur absolue de un vaut 1 sur n carré, c'est une conjecture. Et plus précisément, la conjecture qui dit que si la série des valeurs absolues de un converge, mettons avec une somme qu'on va noter L, qui est un nombre positif, alors dans ce cas-là, la série des un, pas le choix, va aussi converger, et va même, entre guillemets, encore plus converger. Et de plus, la somme de cette série va être comprise entre moins L et L.
Cette situation, la situation où sigma de valeur absolue de UN converge, c'est ça qu'on appelle la convergence absolue de la série UN. Cette conjecture, elle est vraie, on va en faire un théorème, et l'un des principaux objectifs de cette vidéo va être de démontrer ce théorème. Passons maintenant au cours à proprement parler. On dit qu'une série sigma de UN, où U est une suite à valeur réelle ou éventuellement une suite à valeur complexe, dans ces cas-là on ne parle pas de la valeur absolue, on est en train de parler du module. Mais mettons une suite à valeur réelle, est absolument convergente lorsque la série sigma de valeur absolue de UN est convergente. Petite remarque, cette série, sigma de valeur absolue de UN, c'est une série à terme positif, bien évidemment. Les valeurs absolues de UN, elles sont toutes positives, ce qui fait que les sommes partielles associées à cette série sont des sommes partielles croissantes qui soit tendent vers plus l'infini, soit convergent. Et surtout, le plus important, c'est que sur cette série sigma de valeur absolue de UN, on peut appliquer les théorèmes de comparaison qu'on avait vus précédemment, ce qui n'est pas le cas sur sigma de UN. C'est bien ça l'intérêt de s'intéresser à sigma de valeur absolue de UN. Bon, continuons, et voyons tout de suite le théorème de cette vidéo. Si la série sigma de UN est absolument convergente, alors elle est convergente. Autrement dit, si on doit tout résumer par une seule implication, pour une série, la convergence absolue implique la convergence. La démonstration de ce théorème, elle n'est pas si difficile et elle est particulièrement intéressante. On va la faire dans le cas d'une suite à valeur réelle. En fait, le cas complexe, il se déduit du cas réel en séparant partie réelle, partie imaginaire. Il n'y a pas beaucoup de difficultés là-dedans. Laissons ça de côté et concentrons-nous donc sur le cas d'une suite à valeur réelle. On va donc supposer que la série sigma de valeur absolue de UN converge, ce qui signifie donc que la série est absolument convergente. Et on va maintenant s'intéresser à la série des UN en regardant une somme partielle, une somme des UK. L'idée ici, c'est de séparer dans cette somme partielle les termes UK qui sont positifs, mettons qu'ici on les met en bleu pour fixer les choses, et les termes qui sont négatifs, strictement négatifs, ici on va les faire apparaître en rouge. Si jamais on fait cette séparation mentale, alors on peut réécrire cette somme partielle comme deux sommes. Tout d'abord, la somme des termes positifs. Vous voyez ici qu'on a mis les UK lorsqu'ils étaient positifs, et on a mis des zéros lorsqu'ils étaient strictement négatifs, plus la somme des termes qui sont négatifs. Vous voyez que là, on a fait le contraire. Le fait de dire ça, ça permet ici en fait d'exprimer la somme des UK comme la somme de deux sommes partielles. La somme partielle d'une part sur les quantités qu'on va appeler les UN+, et qui sont définies comme étant UN si UN est positif et 0 sinon, plus la somme de ce qu'on va appeler les UN-, qu'on va définir symétriquement par 0 si UN est positif et UN sinon. Alors là, si jamais on les définit comme étant UN, on va se retrouver avec des quantités UN- qui sont toujours négatives. Pour plutôt avoir des quantités qui sont toujours positives, on va plutôt définir UN- comme étant les moins UN lorsque UN est strictement négatif. Ce qui est important ici de comprendre sur ces deux quantités UN+ et UN-, c'est que par construction, elles sont toujours positives. Maintenant, sur notre somme partielle, eh bien, on peut la réexprimer. La somme des UK, c'est la somme des UK+, moins la somme des UK-. L'intérêt de cette décomposition, c'est qu'on a séparé notre somme partielle en deux sommes partielles qui font intervenir des termes positifs et sur lesquels on va donc pouvoir utiliser les théorèmes de comparaison. Bon, pour justifier que chacune d'entre elles converge maintenant, il s'agit donc de majorer les UN+ et les UN-. Et en fait, il y a une majoration qui est toute bête. Pour tout n, le nombre UN+, il est plus petit que valeur absolue de UN. Ça, c'est toujours vrai, puisque UN+, soit il vaut UN, et à ce moment-là, il est plus petit que valeur absolue de UN, il est même en fait égal, puisque UN est positif, soit il vaut 0, et donc l'inégalité est aussi vérifiée. Même chose pour les UN-. UN- est plus petit que valeur absolue de UN, pour exactement la même raison. C'est gagné en fait, cette majoration elle marche puisqu'on sait par hypothèse que la série des valeurs absolues de UN est une série convergente. Donc on peut appliquer ici le théorème de comparaison sur les séries à terme positif pour avoir que les deux séries, sigma de UN+ et sigma de UN- sont des séries convergentes. Maintenant, on se souvient que la somme partielle qui nous intéresse, c'est la première somme partielle sur les UK+, moins la somme partielle sur les UK-. Donc par combinaison linéaire, elles convergent, ce qui signifie que sigma de UN converge. La démonstration est terminée. On arrive maintenant à la remarque la plus importante de cette vidéo, puisque c'est celle qui va le plus servir en pratique. Si jamais vous voulez démontrer la convergence d'une série sigma de UN et que les UN ne sont pas tous positifs et pas non plus tous négatifs, en fait le cas général, vous avez UN qui n'est pas de signe constant.
Alors, une technique qui s'avère redoutablement efficace, c'est de majorer la quantité valeur absolue de UN par une quantité positive Vn qui est le terme général d'une série convergente. Par exemple, je dis n'importe quoi, montrer que valeur absolue de UN est plus petit que 1 sur N2, ça va marcher, puisque sigma de 1 sur N2, on sait que ça converge. Quand vous êtes dans cette situation-là, c'est gagné, la série des UN va converger parce que regardez, vous allez pouvoir enchaîner les arguments suivants. Premier argument, par théorème de comparaison sur les séries à terme positif, eh bien sigma de valeur absolue de UN converge, puisque valeur absolue de UN est majorée par le terme général d'une série convergente. Et puis ensuite, ça signifie que sigma de UN est une série qui est donc absolument convergente, et donc elle est convergente par le théorème qu'on vient de voir. C'est gagné. Alors, à noter qu'ici, on a utilisé une majoration de valeur absolue de UN, mais ça va marcher exactement de la même manière si vous montrez que valeur absolue de UN est un grand taux de Vn, ou alors si vous montrez que valeur absolue de UN est équivalent à une quantité Vn, qui est le terme général d'une série convergente. La seule différence ici, c'est que à la place, on utilisera le théorème de comparaison asymptotique sur les séries à terme positif. Passons à la pratique, voici un petit exercice qui va vous permettre de voir si vous avez compris. Mettez pause dans la vidéo, faites-le de façon rédigée, et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors comme d'habitude, pour tout n, on va poser un qui est égal à cette quantité-là. Et puis du coup, comme un n'est pas de signe constant, on va s'intéresser à valeur absolue de un. Cette quantité, elle vaut ça, puisque le dénominateur est positif. Et au numérateur, valeur absolue de sinus n, eh bien, on va gentiment le majorer par 1. Maintenant, cette quantité, on peut l'interpréter comme 1 tiers puissance n. On voit ici qu'on a une suite géométrique de raison 1 tiers. Ça tombe bien, le nombre 1 tiers, il appartient à l'intervalle -1, 1 ouvert, de sorte que par théorème sur les séries géométriques, on sait que la série des 1 tiers puissance n est convergente. C'est maintenant qu'on déclenche notre double argument. Premier argument, par théorème de comparaison sur les séries à terme positif, sigma de valeur absolue de un converge. Et deuxième argument, la série sigma de un est absolument convergente, donc convergente. Deuxième petit exercice, même chose, mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Donc comme d'habitude, on va poser un qui est égal à la quantité qui nous intéresse. Et puis on va s'intéresser à valeur absolue de un. Alors, par produit quotient de valeur absolue, en fait, cette valeur absolue, elle vaut ça, puisque toutes les quantités sont positives, à part le cosinus. Et justement, valeur absolue de cosinus n, c'est une quantité qu'on peut majorer par 1. Ce qui nous donne cette majoration de valeur absolue de un. On va appeler ce nombre Vn. Là maintenant sur Vn, en fait ce qu'on peut faire pour simplifier, c'est donner un équivalent simple de Vn. Le numérateur il est équivalent à n, ce qui du coup donne comme équivalent après simplification 1 sur n racine de n, c'est-à-dire 1 sur n puissance 3,5. C'est gagné, puisque 1 sur n puissance 3,5, c'est le terme général d'une série convergente. On reconnaît ici une série de Riemann qui a pour paramètre 3,5 qui est strictement supérieur à 1. Bon, c'est maintenant qu'il va falloir argumenter. Alors, quel théorème ici de comparaison j'utilise? Est-ce que c'est le théorème de comparaison normal ou le théorème de comparaison asymptotique? Eh bien en fait, c'est les deux, parce que la quantité valeur absolue de un, on a commencé par faire une majoration simple, puis on a fait un équivalent ici. Donc puisque vous utilisez les deux théorèmes, dites-le. Par théorème de comparaison et de comparaison asymptotique sur les séries à terme positif, on a que sigma de valeur absolue de un converge. Ensuite, deuxième argument, ça c'est toujours le même, sigma de un est donc absolument convergente et donc convergente par théorème. Là, attention, il faut bien que vous compreniez que le théorème qu'on est en train d'utiliser, à savoir convergence absolue implique convergence, c'est pas du tout un théorème fin en analyse. La logique de ce théorème, c'est de dire que si jamais on somme les UN en valeur absolue, c'est-à-dire en les prenant tous positifs, on obtient quelque chose qui converge, alors bah oui, à plus forte raison, en les sommant en tenant compte des signes, ça va encore plus converger. Mais il y a beaucoup de séries qui sont convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. Regardez par exemple cette quantité qu'on avait vue en introduction, les AN qui sont les sommes alternées des 1 sur K. 1, moins 1,5, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc. Ce sont des quantités qui convergent, alors que si jamais vous étudiez la convergence absolue de cette série, ça ne marche pas du tout. Là, la somme des valeurs absolues de moins 1 puissance K plus 1 sur K, c'est tout simplement la somme des 1 sur K, et ça c'est une quantité qui tend vers plus l'infini. Donc la série n'est pas absolument convergente. Pourtant, les AN, ils convergent bien, ils tendent bien vers une limite L finie,
mais pour une autre raison, qui est qu'il y a eu une compensation fine entre termes positifs et termes négatifs, et ça, l'étude de la convergence absolue, c'est une idée à côté de laquelle elle passe complètement, puisque elle somme les termes en les prenant tous positifs. Donc si jamais on veut montrer que AN admet une limite finie, eh bien, ces techniques-là ne marchent pas du tout. Il faut utiliser en fait des techniques qui sont plus fines en analyse, comme par exemple, on en avait parlé dans ce cas particulier, la mise en évidence de suites adjacentes. Revenons au cours avec la proposition suivante. Si jamais sigma de UN est une série absolument convergente, et donc convergente, alors sa somme va vérifier l'inégalité suivante. En fait, la valeur absolue de sa somme est plus petite que la somme infinie des valeurs absolues de UN. Commençons par démontrer ce résultat. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On va fixer un n et au lieu de regarder une somme infinie, eh bien, on va regarder une somme finie, une somme partielle des UK. On sait par inégalité triangulaire sur les sommes finies qu'en valeur absolue, cette somme partielle elle est plus petite que la somme des valeurs absolues de UK. Maintenant, pour obtenir l'inégalité qu'on veut, eh bien, il suffit de passer à la limite dans ces inégalités larges quand n tend vers plus l'infini. On obtient alors cette inégalité qui est exactement celle qu'on recherche. Là, juste, on a comme indice de sommation k, alors que dans l'énoncé, on a comme indice de sommation n, mais bien évidemment, ça ne change rien. Donc, la démonstration est terminée. Alors maintenant, cette inégalité, il y a la façon dont on l'interprète, et en fait, il y a un peu deux manières de l'interpréter. Tout d'abord, telle qu'elle est écrite ici, on peut la voir comme une nouvelle généralisation de l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, on savait qu'elle était vraie pour les sommes finies, et bien en fait, ce théorème dit qu'elle est également vraie pour les sommes infinies, dans le cas de séries convergentes. Il y a aussi une autre façon de voir les choses et qui fait référence à des choses que nous avons dites dans l'introduction de cette vidéo, qui est que, en fait, une autre manière de dire, c'est que si on note L la somme infinie des valeurs absolues de UN, comme c'était le cas, souvenez-vous, dans l'introduction de cette vidéo, eh bien, on est en train de dire que la limite des sommes partielles, les sommes des UK, cette limite appartient à l'intervalle -L, L. Et oui, en fait, la limite des sommes partielles, c'est quoi? Eh bien, c'est la somme infinie ici des UK, et dire qu'en valeur absolue, cette somme infinie est inférieure ici à cette quantité-là, la quantité L, la somme des valeurs absolues du UK, ça veut très exactement dire qu'elle est comprise entre -L et L. On est donc en fait ici en train de démontrer ce qu'on avait conjecturé au début de la vidéo. Petite parenthèse, étudier la convergence absolue, ça consiste à montrer la convergence lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité, et certainement pas de cette quantité, qui n'a rien à voir et qui est complètement hors sujet. Voilà, c'est une remarque peut-être un peu bébête, mais parfois ça va mieux en le disant. Finissons cette vidéo avec un élément de vocabulaire. Lorsqu'une suite U de réel ou de complexe est telle que la série des valeurs absolues de UN converge, ou la série des modules de UN converge, on dit alors que cette suite est sommable. Ça veut juste dire que la série est absolument convergente. Alors, pour information, une suite, quand elle est sommable, bien évidemment, ses sommes partielles vont tendre vers une limite finie, puisque la série est absolument convergente, donc en particulier, elle est convergente. Mais en fait, on peut aussi démontrer que si jamais on somme les UK dans un autre ordre, c'est-à-dire qu'on regarde la somme des U de sigma de K, où sigma est une bijection de n dans n, c'est-à-dire une fonction qui permute les entiers, eh bien, ces sommes partielles tendent aussi vers la même limite L. En fait, du coup, une suite sommable, c'est une suite qu'on peut sommer, mais dans n'importe quel ordre. Alors attention, là, ce que je suis en train de vous dire, ça n'est pas au programme de PCSI. Je vous le dis simplement pour la culture, pour que vous compreniez pourquoi on a mis un élément de vocabulaire, ce mot sommable, sur ce type de suite.